Bienvenue en Bourgeois le Vert, le podcast où on charle de tout, puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Jacques Giguère, candidat pour le Parti vert dans la circonscription de Dieppe-Pemramco. Il nous parle de pourquoi il a choisi le Parti vert, ce qu'il entend sur le terrain et sa vision de la politique au Nouveau-Brunswick. Jacques Giguère, bienvenue en Bourgeois le Vert. Bonjour. Écoute, Jacques, on commence notre tournée des podcasts avec les candidats pour les élections qui approchent assez rapidement. Donc, tu te présentes pour la circonscription de Dieppe-Memramcook. Pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas, si tu peux une petite présentation, puis après ça, on jumpera dans le sujet. OK. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Jacques Giguère. Oui, je me présente pour le Parti vert dans le Dieppe-Memramcook pour la prochaine élection. Au fond, moi, je suis un jeune retraité. J'ai fait carrière à Radio-Canada pendant 32 ans. Alors, j'ai été à la fois recherchiste pour lecteur de nouvelles. J'ai été assistant de production, assistant à la réalisation, réalisateur mise en onde, journaliste réalisateur pendant 10 ans à la Semaine verte, une émission nationale dans Radio-Canada. J'étais rédacteur en chef, puis à la fin, j'étais avec l'équipe là, de gestion avant de prendre ma retraite. Non, maintenant. Parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à te présenter dans cette circonscription-là plutôt qu'une autre? Pourquoi la politique? Pourquoi les Verts? Puis pourquoi maintenant? C'est une question que je me suis posée et que je me fais poser encore aujourd'hui. C'est pourquoi la politique? Au fond, c'est simple. Je suis tanné des libéraux et des conservateurs. C'est ce que j'entends, puis c'est ce qui a fait que j'ai été vers les Verts. Puis pourquoi les Verts? Euh, Parce que je suis d'accord avec les valeurs du Parti vert. Tu sais, on va sur le si vous allez sur le site web du Parti vert Nouveau-Brunswick, vous allez voir, bon, toutes les grandes valeurs du parti, puis essentiellement, c'est des bonnes valeurs qui sont partagées par l'ensemble des Néo-Brunswickois, sauf qu'ils sont incarnés au sein même du parti. Je vais te donner un exemple. Le Parti vert est un parti qui n'a pas de whip. Tu sais. Un whip, c'est quelqu'un qui fait la discipline dans le parti et on nous oblige à voter pour le parti quand on arrive à l'Assemblée législative. Le Parti vert n'a pas cette caractéristique. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je peux voter contre. Donc, c'est un élément que je trouve qui est très représentatif de la grande démocratie qu'on retrouve au Parti vert. Et puis, évidemment, comme je vous disais, les valeurs qui sont très proches qui me sont très proches et puis auxquels j'adhère absolument. Et puis, pourquoi maintenant? Ben, je vais te le dire bien franchement, c'est parce qu'il y a urgence. Il y a une urgence climatique, il y a une urgence économique, puis il y a une urgence sociale. L'urgence climatique, je pense que les dernières images qu'on vient de voir de Jasper parlent d'elles-mêmes. Jasper est en train de brûler. C'est une ville très belle, mais qui est victime des changements climatiques. L'an dernier, c'est l'équivalent de la superficie totale du Nouveau-Brunswick qui a brûlé dans l'Ouest, un territoire du Nord-Ouest, au Québec, puis en Nouvelle-Écosse aussi, près de chez nous. C'est énorme comme quantité, là. Et on est là, si on continue à vouloir enlever du CO2 dans l'atmosphère comme si de rien n'était, comme si on n'est pas capable de prendre conscience de la réalité et on préfère vivre dans une espèce de négation de cette réalité-là. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, puis je pense que le Parti vert est le seul parti qui est capable qui a une plateforme pour justement faire face à cette nouvelle réalité, non seulement des changements. D'ailleurs, les mots changement climatique portent à confusion. J'ai réfléchi beaucoup à ça, puis je me dis, les autres partis nous parlent de changement climatique. Un changement, ça veut dire on sait où on part, puis on sait où on va, puis entre les deux, ben, on va s'adapter. Hein? On parle de mesures d'adaptation. Mais en réalité, ce n'est pas des changements climatiques qu'on vit, c'est une dérive climatique qui est beaucoup plus proche de la réalité. C'est-à-dire qu'on sait d'où on part d'un climat stable depuis 10 000 ans, qui nous a permis de faire l'agriculture puis de devenir la société qu'on est, mais on n'a aucune idée où on s'en va parce qu'on continue de pomper des centaines de millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère à chaque année. Donc, on aggrave la situation. On ne peut pas dire que c'est des changements. Oui, c'est des changements, mais c'est beaucoup plus une dérive parce que personne ne sait où on s'en va. Ça, c'est un des problèmes. Et puis, quand je parle à Kevin, puis je parle à Megan, puis je parle à David Cohn, le chef,
on voit très bien qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour justement, pas juste mettre des plasters là, sur le cancer qu'on a, qui est celui de cette crise climatique-là, mais c'est de trouver, de mettre en place des solutions, de faire un véritable changement dans la décarbonation, décarboner notre économie puis notre société. Alors, c'est un changement de paradigme qu'il faut faire. C'est un changement important qu'il faut faire et je ne le vois pas chez les libéraux et encore moins chez les conservateurs qui, eux, prônent quasiment le déni là, de la réalité. Ça, c'est triste, mais bon, c'est leur affaire. Tu sais. Oui, absolument. Je vais revenir un peu en arrière. Tu as mentionné le fait que le Parti vert n'a pas de whip, n'a pas de personne qui fait Mm. la discipline, qui est un aspect intéressant du parti, mais je me suis toujours demandé, et puis on pourra en discuter un peu plus profondément plus tard, mais si on aurait au futur, par exemple, un gouvernement vert ou ou au moins une opposition verte beaucoup plus nombreuse que ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu crois que c'est un aspect du parti qui est euh, entranché là, qui va rester, ou est-ce que c'est simplement euh, par défaut dû au nombre peut-être de députés ou quelque chose comme ça? Tu soulèves un bon point. Je n'ai pas de boule de cristal, puis je ne peux pas prévoir l'avenir. Je peux te dire que c'est comme ça maintenant et ça va évoluer. Tu as raison, le Parti vert est un jeune parti. Le Parti vert du Nouveau-Brunswick est un jeune parti qui est en pleine croissance et c'est le seul parti qui poursuit sa croissance depuis qu'il existe, en termes de nombre de députés, en termes de pourcentage de vote. Et d'ailleurs, même, donc, je ne sais pas, pour répondre à ta question, est-ce qu'un whip va s'installer quand il y aura 20 députés et plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question qu'il faudra probablement poser quand le parti aura atteint sa maturité, sa pleine maturité, mais je pense qu'on est à l'aube, justement, de cette maturité-là. Et j'ai l'impression, moi, à chaque fois que je rencontre des gens, les gens me disent, je sens un vent de changement important. Et il y a un point de bascule qui est en train d'être franchi par le Parti vert. Hein. Les Anglais appellent ça le tipping point. Là. Il y a un point de bascule qui est en train d'être franchi. C'est-à-dire que pendant longtemps, les gens ont vu le Parti vert comme un Ah, c'est cute. Ah, c'est le fun. Tu sais, on voit des gens qui veulent. Tu sais, tout le monde est pour les partout pas. Tu sais, oui, on voudrait tout ça, mais la réalité, ben oui, ça prend de la croissance économique, puis ça, bon, etc. Et puis là, tout à coup, on arrive dans la réalité physique. L'environnement nous rappelle constamment que, hey, c'est sérieux cette affaire-là. Donc, le Parti vert a eu cette période-là où, au début, il a été créé, et c'est pour ça qu'il est vert, c'est-à-dire il est créé pour faire face à la crise climatique, si tu veux, ou pour réagir à l'épandage des glyphosites sur les terres de couronne, par exemple, etc. Mais là, pendant cette période-là, on a aussi développé toute une plateforme en termes social, en termes de justice sociale, par exemple. Tantôt, je te disais qu'il y a une crise, il y a urgence écologique, puis il y a urgence sociale. Ben, l'urgence sociale, c'est le désinvestissement que les gouvernements font dans nos systèmes de santé et nos systèmes d'éducation. Les deux plus grandes dépenses du gouvernement provincial, c'est la santé et l'éducation. C'est le rôle principal d'un gouvernement provincial. Puis on se retrouve dans une situation où un gouvernement conservateur actuel nous dit on va baisser la TPS de 2 on va perdre des milliards pour pouvoir avoir encore moins d'argent pour aider le personnel en santé puis en éducation, comme si ça allait aider les citoyens ordinaires dans leur vie de tous les jours, alors que leurs trois plus grosses dépenses, qui est quoi? La nourriture, qui est l'habitation, puis qu'est-ce qu'il y a le troisième? Mettons les deux plus gros, puis le transport, tu n'auras pas une grosse. La TPS ne s'applique même pas à l'habitation, aux taxes municipales. On est rendu dans une situation où je trouve qu'on se moque des gens. On leur fait à croire qu'on va pouvoir baisser, puis on place le gouvernement provincial dans une position de vulnérabilité, parce que si tu l'as enlevé, c'est très difficile à remettre.
Et donc, on aura moins d'argent pour rendre justice à tous ceux et celles qui travaillent dans notre système de santé puis dans nos écoles. Il faut valoriser, c'est une priorité des partis vastes. Première chose qu'on doit faire, c'est valoriser les gens qui travaillent dans le système public. Mon Dieu, qu'on en a besoin. Alors, la première chose, c'est les valoriser. Puis la deuxième chose, c'est de les rémunérer à leur juste valeur. C'est pas normal qu'une infirmière dans le privé peut gagner jusqu'à 300 alors que de l'heure, alors que l'autre qui se tape le surtemps, qui se tape la job que l'autre ne veut pas faire, a un salaire de base d'une infirmière. Mais c'est le système que conservateurs et libéraux ont créé. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vent de changement. Les gens me disent, tu sais, genre, ouais, les Verts, tu sais, mais tu sais, il faut vraiment se débarrasser de Higgs. Oui, je comprends la mentalité de vouloir se débarrasser. C'est pas tout le monde qui le partage. Il y a beaucoup de nos amis anglophones qui disent qu'il y a un bon rendement économique et que l'économie, c'est très important. Je comprends cet argument-là aussi. Donc, d'un côté, dans le fond, depuis qu'il y a des partis politiques au Nouveau-Brunswick, libéraux et conservateurs se sont partagés le pouvoir à tour de rôle. Ils sont donc tous les deux coupables de la situation actuelle. Quelqu'un qui le Parti vert n'a aucun bilan négatif au gouvernement. On n'a jamais eu le pouvoir. Mais à partir du moment où on veut un vrai changement, je pense que la seule solution possible, le vrai changement, la vraie couleur du changement, au fond, c'est le vert et les petits verts. Donc, je suis rendu là dans ma réflexion, puis c'est ce que j'entends autour de moi à mesure que j'avance dans la campagne. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va arriver le 21 octobre. Si l'élection a toujours lieu le 21 octobre, on verra. Mais c'est donc d'ici au plus tard dans 3 mois. Tu as totalement raison. Je crois que tu as mentionné le point de bascule. Je crois que c'est un bon point. Malheureusement, je crois que ça vient aussi un peu avec une érosion de la confiance dans nos institutions, qui, bien entendu, est un effet secondaire de la gouvernance des dernières années ou des dernières décennies, ou peu importe comment loin qu'on veut aller pour dire où la perte de confiance a commencé. Et puis, je crois que, puis, tu l'as mentionné un peu tout à l'heure, c'est important de donner, je crois, crédit aux députés verts qui sont là en ce moment, comme Kevin, David Kuhn et Megan, justement. Si qu'on regarde l'historique, par exemple, Megan, plus récemment, qui, sa première élection, avait gagné, je crois, avec quelque chose comme 11 votes, ou Oui, vraiment oui, on se très voit. peu de votes. C'était spectaculaire, si on veut. Là. C'était presque impossible à croire. Et puis, aux dernières élections, cette marge-là avait définitivement augmenté. Donc, j'assume que ça démontre du moins que les gens de la circonscription sont quand même heureux du travail qu'elle accomplit. Mais il y a Là, une c'est sûr refonte, qu'il y a eu des... entre-temps, excuse-moi, mais il y a eu une refonte électorale. C'est ça. Et la région de Memramcook, maintenant, fait partie j'appelle ça le Dieppe historique, là. La partie, le vieux Dieppe, et non pas le haut Dieppe. Et ça, c'est donc une grande circonscription de Dieppe-Memramcook. Et Megan, elle reste dans la région de Tantramar, Sackville, ouais. si tu veux. Tout, ils appellent ça Tantramar. Donc, ça va de l'autre côté de la rivière, là, de Dorchester jusqu'à Port Elgin, en montant jusqu'à presque Chimory, là. Donc, c'est toute la région du sud, 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 sud-est. Ouais, vraiment, toute cette péninsule-là qui est très proche de la Nouvelle-Écosse. Voilà. Oui, exactement. Donc, on verra. J'assume que dans certaines circonscriptions, ça va probablement avoir des impacts au niveau du vote électoral, ou au moins des gens qui Ouais. sont représentés par une circonscription qui sont maintenant représentés dans l'autre. On pense à Fredericton South, Oui, je crois, qui est oui, maintenant comme divisé en deux. Donc, oui, ça va être oui. Oui, c'est d'ailleurs un c'est choix que le intéressant. chef est obligé de faire de quelle circonscription il allait prendre parce qu'il était coupé en deux, tu sais. Alors, oui, il y a des nouvelles réalités un peu partout. Tu as raison, le territoire a été redivisé. Et c'est un peu normal parce que la population change. Les gens bougent. Il y a des endroits qui grandissent plus vite que d'autres. Donc, il faut avoir cet équilibre-là entre les régions pour s'assurer qu'il n'y ait pas un déséquilibre trop grand
entre certains secteurs, des gens qui sont surreprésentés ou même sous-représentés. Donc, ils ont fait ce travail-là. Puis, bon, alors, la prochaine élection, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais tout à l'heure, tu as soulevé un point intéressant. Tu sais, il y a une progression chez les Verts. Je te dirais que si tu analyses le contenu des élections, des dernières élections dans chacune des circonscriptions, tu vas te rendre compte d'une chose. Les libéraux et conservateurs ont divisé la province au niveau linguistique. Hein? Les anglophones votent beaucoup plus pour le Parti conservateur, les francophones votent beaucoup plus pour le Parti libéral. On peut presque découper la province en deux, le nord, nord-est jusqu'au sud-est. Toute cette partie-là est rouge, puis tout le reste est à peu près bleu. Mais si tu analyses, à part les trois verts qui ont rentré, si tu analyses dans chacune des circonscriptions, tu te rends compte que là où les bleus ont rentré, les deuxièmes sont verts, jamais les rouges. Et là où les rouges ont rentré, les deuxièmes, c'est vert, jamais les bleus. Donc, ou très rarement, il y a quelques exceptions. Donc, dans l'ensemble, les verts regroupent, ont cette façon d'aller chercher autant chez les anglophones que chez les francophones. Si vous êtes frustré d'être rouge, vous n'allez pas voter bleu. Ou très rarement voter bleu. Votre option, c'est les verts. Et si vous êtes frustré d'être bleu, votre option, c'est pas de voter rouge, c'est probablement d'aller voter vert. Et c'est ce qui se produit parce qu'en ce moment, vous allez voir, je crois qu'ils sont rendus à 4 candidats rouges qui sont des anciens bleus. Même Robert Gauvin s'est d'abord présenté bleu, qui aujourd'hui, bon, est dans Dieppe Béchediac, sous la bannière libérale, mais il a d'abord été conservateur. Donc, il y a les gens, à un moment donné, ont un manque de confiance vers les partis traditionnels. Ça, j'ai senti ça, moi, dès le départ. Les gens sont un peu tannés de ça. Ils cherchent quelque chose de nouveau. Je le comprends. Et la seule alternative que moi, j'ai vue comme citoyen, et c'était celle des Verts. Et ça me rejoignait parce que dans mes études que j'ai faites en communication, en droit et en environnement, j'ai fait une maîtrise en études de l'environnement à l'Université de Moncton. Bien, évidemment, je suis sensible à la question environnementale, mais c'est là que j'ai compris que l'environnement, au fond, il est partout. Il est dans la société, il est dans l'économie, il est tout bord, tout côté. Et malheureusement, ils sont en train de faire du greenwashing. C'est-à-dire qu'on prend quelques éléments, puis on dit que c'est vert, mais on continue de faire de la croissance économique aveugle. On privatise les profits, mais on socialise les problèmes. C'est ça la proposition qui est faite par les deux autres partis traditionnels. Puis nous, on dit non, non, il faut arrêter de faire une croissance économique aveugle et il faut faire du développement du territoire au profit des gens qui l'habitent, des écosystèmes et ensuite de l'économie. Moi, je ne suis pas inquiet de l'économie. L'économie fonctionne et elle va continuer de fonctionner le lendemain d'un gouvernement vert. Ça ne change pas comme ça. Par contre, un gouvernement vert pourra mettre en place des programmes pour décarboner notre économie puis notre société. Et c'est les seuls qui sont capables de le faire. C'est les seuls qui ont les moyens, qui ont les idées et qui peuvent le faire. Les deux autres ne veulent même pas toucher à ça, ils n'en parlent même pas. Et c'est là que j'ai un problème parce que c'est un problème important. Les prochaines générations vont faire face et ça ne me tente pas, moi, de laisser ce problème-là aux plus jeunes. Je pense qu'on a une responsabilité et on doit l'assumer en tant qu'adulte et de faire face à la réalité puis de proposer des choses concrètes. Tu sais? Puis une des choses concrètes, puis ça, c'est venu avec Kevin, en discussion avec Kevin, parce que Kevin Arsenault, le député là, de Kent-Nord, fait l'agriculture, Kevin. Et puis, à un moment donné, dans notre discussion, on dit Hey, sais-tu que ce que tu as mangé ce midi, là, seulement 5 est produit au Nouveau-Brunswick? Nous ne produisons que 5 de ce que nous mangeons. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que 95 de ce qu'on mange provient des autres provinces et des autres pays. On a volontairement créé une société qui est dépendante de l'extérieur. Un, parce que c'est pas nous qui faisons la nourriture, mais aussi parce qu'on est en train on a une dépendance agricole, mais on a aussi une dépendance énergétique. Parce que ça vient comment, ça? Ça vient par camion, ça vient par train, ça vient par avion, essentiellement, puis par bateau.
Ça veut donc dire que, dans le fond, on a faux sur toute la ligne. Il faut développer, puis c'est ce qu'on est en train de faire. On veut avoir une autonomie beaucoup plus grande chez nous. Je ne veux pas dépendre, moi, de la Californie. Le jour où la Californie manque d'eau, faisons une hypothèse. La Californie manque d'eau de plus en plus, puis à un moment donné, ils ne peuvent plus produire de laitue et tout ce qui va dans nos magasins. Et je ne pense pas que la priorité de la livraison doit être la coop complète. Ils vont la garder pour eux autres. Et je ferais la même chose si j'étais à leur place. Le problème, ce n'est pas la Californie. Le problème, c'est nous autres qui avons laissé le système économique dicter sa façon d'être, les valeurs qui sont venues avec, pour dire, vous êtes bien mieux d'être dépendant des autres pays parce qu'économiquement, c'est rentable. Oui, mais c'est écologiquement catastrophique. Parce que faire 4000 kilomètres pour m'amener une pomme de laitue puis me la vendre 3 piastres, alors qu'on pourrait la faire chez nous, avoir une économie circulaire, réduire notre dépendance des pays étrangers, réduire notre dépendance des produits pétroliers, puis faire de l'économie circulaire, puis dépenser, faire un peu comme Irving fait dans ses propres entreprises. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage lui-même, sa compagnie de transport, sa compagnie d'aménagement paysager, etc., puis ça descend jusqu'en bas. Quand Irving dépense une pièce, elle roule longtemps dans son entreprise. Il a compris ça, lui. Mais pourquoi nous, dans la province, on ne peut pas faire ça? Pourquoi je ne peux pas contribuer à l'économie de la province en favorisant ça, au lieu de laisser aux autres le soin de dicter le prix qu'on va payer pour tous nos aliments, tu sais? Mhm. Je pense que le rôle d'un gouvernement, c'est ça, c'est de favoriser l'autosuffisance de la province et puis donc de négocier, par exemple, avec les grands distributeurs, une place adéquate pour les produits qui sont faits chez nous. C'est pas normal qu'on laisse rentrer des choses de l'extérieur sans qu'on puisse vendre nos propres produits de chez nous sur nos tablettes. Tu sais, je veux dire, ça, c'est le rôle d'un gouvernement de jouer entre les deux, les intermédiaires et de favoriser chez nous. Puis en même temps, il y a un autre bel exemple par rapport à ça. C'est celui, il y a un agriculteur là, dans la région de Grand-Sault, à Saint-André, qui produit de l'énergie à partir des déchets de sa ferme. Tu sais, il fait du gaz, au fond, il prend tous les déchets, certains déchets de sa ferme, puis il produit de l'électricité. Hein, il récupère les gaz qui sont issus de la fermentation des déchets, puis il fait virer un générateur, puis il fait de l'électricité pour sa ferme, puis il en perd pour 150 maisons en plus. Ah. Donc là, on est en train de, non seulement un fermier peut valoriser ce qu'il fait, mais tout à coup, l'agriculture n'est pas vue simplement comme pour nous alimenter. Hey, elle nous chauffe en hiver. Puis on réduit la quantité de déchets, on réduit notre dépendance aux produits extérieurs, on réduit la quantité de gaz à effet de serre. C'est win, 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 win sur tout. C'est gagnant. C'est gagnant partout. Ça fait longtemps que ces technologies-là existent. Pourquoi arriver avec des mini-centrales nucléaires quand elles n'existent même pas? C'est tout sur papier. Puis après ça, on dit, ben là, on va peut-être garder Belle-Dune encore plus longtemps parce que là, on ne veut pas que les citoyens soient dans le noir. Ben, que c'est ça, ces menaces-là? C'est prendre des gens pour des imbéciles. Il y a il y a des situations, il y a des technologies simples qui fonctionnent, elles sont disponibles, on pourrait les utiliser davantage. Ben non. Ben non. On a dépend le dernier budget, il prend 10 millions pour pouvoir préparer le terrain pour les futurs mini-réacteurs qui n'existent pas encore. Alors que nos infirmières ont besoin de plus, puis nos médecins, puis tout le monde qui travaille dans le système de santé a besoin de cet argent-là. Qui est responsable, c'est tout. Absolument. Je crois que le mouvement, si on veut, de l'autosuffisance dans toutes ses facettes est de plus en plus populaire et malheureusement, beaucoup de cette popularité-là ne vient pas de l'ingéniosité ou la practicalité de ce qu'on peut faire, mais plutôt d'un côté de nécessité où les gens ne peuvent pas euh, acheter, n'ont pas les moyens pour acheter tout ce Ouais. qu'ils ont besoin. Ils doivent se tourner vers des sources secondaires, comme on va faire un plus gros jardin, on va, tu sais, de plus en plus de monde qui plante leurs Ouais. mêmes légumes pour pouvoir
réduire le bill d'épicerie ou, comme tu as mentionné, soit des panneaux solaires ou quelque sorte de façon de générer leur électricité eux-mêmes, spécifiquement pour vraiment réduire le coût de la vie et ça fait en sorte que, justement, avoir des solutions comme ça, on penserait que ce serait plus populaire au niveau du gouvernement, mais c'est pas le cas. Hem et puis, on a parlé beaucoup tu as parlé de la décarbonisation, des choses là, on vient de parler des exemples de choses qu'on pourrait faire pour être plus vert. Une des politiques qui est polarisée, si on veut, dans ce temps-ci, c'est la taxe sur le carbone, du Oui. côté Mmh. fédéral. Bien entendu, si je me trompe pas, les provinces ont l'option de faire leur propre taxe de carbone ou peu importe. Bien entendu, ici, du côté conservateur, on veut simplement pas de taxe. On a le slogan, là, Ouais, Axe taxe, pas taxe. taxe, ouais. Du côté des libéraux, quelques ministres ou députés qui sont pas super en faveur, spécialement du côté des régions rurales, parce que ça coûte souvent plus cher à chauffer les maisons, des Mmh. choses comme ça. Mais la position en général est quand même de le supporter, même si des fois on fait des petites critiques. Du côté du Parti vert, bien entendu, j'assume qu'on supporte un genre de mécanisme comme la taxe du carbone, mais est-ce que tu sais ou est-ce qu'il y a eu des discussions au niveau du Parti vert, des choses qui ont été proposées qu'on aimerait que le gouvernement implémente au lieu de dépendre sur celle du fédéral qui, si je comprends bien le fonctionnement, utilise une partie des fonds justement pour financer des projets ou des innovations pour être justement plus efficaces du côté énergétique ou indépendant. Je te répondrai là-dessus que oui, heu, au niveau de la taxe carbone, tous les économistes dignes de ce nom, sur la planète vont vous dire que c'est une bonne chose de faire une taxe carbone. Le problème n'est pas la taxe carbone elle-même, le problème, c'est la manière dont elle est appliquée. Heu mais la 1re chose que je devrais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une autre taxe d'à peu près 7 cents de litre qui est appliquée, que nous, on appelle la taxe Irving. C'est-à-dire que quand le fédéral dit que les compagnies doivent, assumer le coût de leur décarbonation, le gouvernement conservateur a dit: «Ah non, on ne va pas faire payer la grande raffinerie, on va faire payer les citoyens pour que lui change sa technologie». Mhm. OK? La première chose que nous, on va faire comme gouvernement vert, c'est de dire: «Non, c'est pas aux citoyens à payer, c'est toi qui pollues. Donc c'est toi qui vas l'assumer. Si tu veux monter tes prix, assume-les, mais c'est pas au gouvernement de jouer ce rôle-là». Donc nous, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever la taxe de Higgs sur le carburant, puis on va l'appliquer à celui et aux industries qui polluent. Au fond, c'est un peu c'est beaucoup plus le principe du pollueur-payeur qu'on doit mettre de l'avant que de celui de faire payer une taxe à tout le monde, puis après la redistribuer aux citoyens. Comment voulez-vous que le citoyen comprenne l'importance d'une taxe carbone si je reçois plus d'argent que j'en ai dépensé sur la taxe à l'essence? Je comprends le citoyen d'être mêlé là-dedans, mais à quoi ça sert? Taxe de taxe? Je le comprends, le le raccourci que les gens font là-dessus. Mais l'idée, c'est que plus que tu consommes autant plus de pétrole tu vas plus de produits pétroliers ou plus d'émissions de gaz à effet de serre que tu vas faire, soit comme individu ou comme entreprise, ben, il y a un coût à ça. Et donc, tu vas le payer. C'est tout. Et c'est le pollueur-payeur qui va changer son comportement. Mais là, on applique ça à tout le monde. Donc, c'est dans la façon de l'appliquer. Et c'est là qu'est la réflexion là, du parti. Là-dessus, c'est de revoir la façon dont le Nouveau-Brunswick va l'appliquer. Est-ce qu'on est d'accord? Évidemment qu'une taxe sur le carbone n'est pas du tout une mauvaise idée, parce qu'il faut changer nos habitudes et c'est une façon de le faire, un peu comme quand le gouvernement a pris l'autre position par rapport aux véhicules, électriques. Ben, au début, ils étaient plus chers et donc là, il y a eu une subvention pour pouvoir, aider les compagnies, si vous voulez, à percer le marché. Mais là, le Québec a annoncé que bientôt, ils vont enlever cette taxe-là. Pas cette taxe, mais cet incitatif à l'achat.
Puis il y a d'autres juridictions dans le monde là, qui sont en train de faire la même chose. Pourquoi? Parce que les technologies ont changé, puis le prix des véhicules ordinaires a rejoint celui des véhicules électriques. Tu sais. En gros, c'est un peu ça. On parle de, c'est plus de 50 000 le prix d'un véhicule neuf moyen au Canada. Le prix moyen d'un véhicule neuf, on a dépassé 50 000 Les derniers chiffres que j'avais vus, c'était 50, mais on m'a dit récemment que ça avait facilement dépassé ça. Donc, c'est énorme, là, tu sais. Et donc, ça devient un peu inaccessible. C'est ça le gros problème qu'on a. L'habitat, le logement devient très difficile. Le transport devient très difficile. Et puis, la nourriture devient... C'est les trois gros problème qu'on a créé en laissant le système économique géré par lui-même. Puis tout à l'heure, tu parlais du logement, puis je suis tellement d'accord avec toi, ça devient une problématique. On devrait avoir un plafond sur l'augmentation. Pour moi, le logement, là, ça devrait être gagnant-gagnant. Gagnant pour le propriétaire, mais aussi gagnant pour le locataire. Tout de suite, c'est juste le propriétaire qui gagne. Il y a des gens à faible revenu, là, tout de suite, il y a des gens, il y a des personnes âgées qui ne reçoivent qu'une pension du fédéral, ou très peu de pension. Et là, tout à coup, ils reçoivent une augmentation de 10 du loyer. Et là, ils se disent, oh, là, il faudra que je coupe 60 par mois dans mes dépenses et ils ne savent pas parce qu'ils ne peuvent pas. On est là, là. On place les gens dans des situations. Si tu n'es pas capable de payer, ben, va ailleurs parce que dans le mois, à la fin du mois, si tu ne payes pas, on te met dehors. C'est ça le règlement tout de suite. Il y a, à mon avis, il y a un abus. Il y a un abus de la bonne volonté des gens de pouvoir payer comme ça, comme si de rien n'était, tu sais. Donc, il faut trouver une façon que tout le monde gagne là-dedans. Et ce n'est pas en laissant le système comme il est là, déréglementé, qu'on va régler le problème. On va simplement marginaliser les gens. Et puis, je fais partie, je vais te donner un bel exemple. Là-dessus, je suis sur le CA de la Maison Nazareth. OK? C'est un endroit pour les sans-abri dans la région de Moncton. Et puis, ce qu'on constate avec le temps, c'est que les gens qui sont sans-abri, il y a une évolution dans les gens qui se retrouvent dans le sans-abri. Avant, c'était beaucoup plus des hommes avec des problèmes de santé mentale, par exemple, ou des problèmes d'addiction, hein, des problèmes de dépendance aux drogues, ou toutes sortes d'affaires. Puis bon. Là, tranquillement, on voit une évolution où on voit des jeunes couples, on voit des personnes âgées, on voit des femmes. Il y a une itinérance au féminin qui se passe en ce moment qui est pire parce que en plus, ils, ils doivent se cacher parce qu'en plus, ils sont victimes d'abus, beaucoup plus que les hommes. Donc, il y a une évolution comme ça. Et moi, ça m'arrache le cœur de voir que des gens sur la rue, des jeunes couples ou des personnes âgées qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont juste plus les moyens de payer. Ça ne devrait pas être, là, pas dans une société riche comme au Canada. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui cloche fondamentalement dans notre système. Notre système crée des rejets. Notre système économique crée des rejets. Bien, voyons donc. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On privatise les profits, mais on socialise les problèmes. Les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux. Donne ça au gouvernement, ils s'arrangeront avec ça. Il veut bien, mais à un moment donné, c'est beaucoup plus important que ça. Il faut faire quelque chose avec ça. Et c'est donc une réglementation. Il va falloir aider ces gens-là qui sont sur la rue davantage. Il faut donner les moyens à ces organismes-là de pouvoir faire leur travail correctement, tu sais. Et puis, c'est toute la réinsertion sociale. Je sais que l'année passée, par exemple, il y a au-dessus de 100, écoute, si ma mémoire est bonne, j'ai à peu près 140 personnes qui ont été sorties de la rue par Maison Nazareth et qui se sont, premièrement, qui ont retrouvé leur dignité, très important. Deuxièmement, qui ont retrouvé soit leur foyer d'origine, parce qu'il y en a qui sont venus d'autres provinces. On a retrouvé leur foyer d'origine, on a payé le transport, on s'est assuré qu'il y a quelqu'un qui les a accompagnés, puis qu'il y avait quelqu'un qui les recevait à l'autre bout, puis qui allait avoir les soins nécessaires. Donc, ils ont retrouvé un appartement, parce que ça devient de plus en plus difficile de trouver des appartements pour des gens comme ça. Parce que les prix deviennent. On veut créer des tours. Par exemple, en Moncton, on crée des tours de 15, 17 étages avec des logements de 2 000 et plus. Là. On rejoint qui? Là? Ça veut dire 24 000 à 30 000 par année et même plus.
Juste pour le logement, là, vous n'êtes pas habillé, vous n'avez pas de, vous n'êtes pas mangé, vous n'avez pas payé. Tu sais, donc, ça prend des gens aisés. On a la chance de vivre dans une société riche. Le problème, c'est la distribution de la richesse en ce moment. Tu sais. Puis c'est pour ça que les valeurs du Parti vert me rejoignent davantage, qui est celle d'un plus grand partage, justement, de cette richesse-là, puis d'avoir une réglementation pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, tu sais. Écoute, on a parlé beaucoup de politique en général, politique au Nouveau-Brunswick. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques à ta circonscription et que tu aimerais aborder, mais aussi peut-être même des solutions proposées, parce que c'est bien beau d'avoir des enjeux, mais il faut aussi pouvoir les arranger. Écoute, ça dépend. Ben, tu sais, Memramcook Cook est beaucoup plus rural, alors que Dieppe est beaucoup plus urbain. Tu sais, si on voit ça, là, il y a vraiment je dirais pas une dichotomie, mais il y a vraiment deux choses différentes. Dieppe et au fond, Dieppe est un peu victime de sa croissance à deux niveaux. Le premier, c'est celui de l'immigration. Au Nouveau-Brunswick, si mes chiffres, si ma mémoire est bonne, on disait qu'on a à peu près 85 d'immigration anglophone en 2023. Ben, qu'est-ce que ça veut dire pour une ville que Dieppe qui est en pleine expansion? Ça veut dire que le nombre d'anglophones augmente. Il n'y a pas de problème avec nos amis anglophones, non. Comprenons-nous bien, là, j'ai aucun problème avec ça. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'augmenter la proportion des anglophones beaucoup plus vite que la proportion des francophones. Et quand on le met en pourcentage, on a l'impression que la francophonie rapetisse. Elle ne rapetisse pas, au fond, en chiffre absolu, elle rapetisse en proportion par rapport à la croissance rapide des anglophones. Et là, Dieppe, elle s'approche du 40 s'il n'est pas déjà dépassé d'anglophones, ce qui fait dire à un gouvernement conservateur, « Ah, il n'y a pas de problème, on va construire une deuxième école anglophone à Dieppe. » Chez Diac, vit la même chose. « Ah, il n'y a pas de problème, on va construire une école secondaire anglophone chez Diac. » Alors, on rentre dans ce système-là s'ils ont droit, je n'ai pas de problème. Mais il faut sérieusement réfléchir à l'espace francophone, non seulement à Dieppe, mais à même Memramcook aussi, à chez Dieppe, partout au Nouveau-Brunswick. Quelle est la position des autres gouvernements là-dessus? Qu'est-ce que les conservateurs disent là-dessus? Silence radio, ça fait leur affaire. C'est un gouvernement anti-francophone. C'est parfait. Il se présente. La dernière fois que le ministre s'est présenté à Dieppe pour le prolongement du boulevard Dieppe, là, pour donner la portion provinciale dans le projet, il n'a pas adressé un mot en français. Pourtant, il était à Dieppe, Pierre Butir-Blondeau. Non, pas du tout. Non. Alors, il y a cette problématique-là que moi, je vois chez les conservateurs, donc le gouvernement anti-francophone, donc eux autres, ça fait leur affaire, alors on ne dit rien. Mais pourquoi il y a autant d'anglophones qui viennent? C'est parce qu'on a ouvert des frontières. Des frontières, je ne dis pas qu'on laisse rentrer n'importe qui, c'est pas ça que je dis. Puis on est tous des immigrés. Moi, le premier, je suis de la 11e génération de fils d'immigrés qui sont venus de la Nouvelle-France, tu sais, puis au 17e siècle, tu sais. On est tous des fils d'immigrés, donc oui, il y a de la place pour les gens qui viennent de d'autres pays qui sont persécutés ou qui pensent qu'ils peuvent avoir un avenir au Canada. Vous êtes les bienvenus. La question qu'il faut se poser, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait de l'impact sur la francophonie hors Québec et même au Québec, cette problématique-là? Tout de suite, les libéraux disent « Oh, ben là, nous autres, on ne touche pas aux politiques. » Non, on ne veut pas parce qu'ils veulent aller chercher le vote anglophone, donc on n'en parle pas. C'est ça un peu leur stratégie. Nous, on dit non, pas du tout. Non seulement on croit en la francophonie canadienne, mais la province du Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue dans un Canada officiellement bilingue. Donc, nous, c'est clair que c'est une question qui est très sérieuse. Et j'en parlais justement avec Megan récemment. Puis, c'est effectivement la position du parti, c'est que si on décide que c'est sérieux, pas si on décide que c'est sérieux, mais si on pense qu'on a besoin d'une immigration à 40 francophone, 50 les spécialistes nous disent que même à 50 ce n'est pas suffisant pour garder le statu quo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Faut-il monter à 60 ben, si c'est 60 on négociera avec Ottawa une entente sur l'immigration francophone au Nouveau-Brunswick, parce que c'est important. C'est important pour l'avenir de la francophonie hors Québec. Alors, il faut le faire. C'est une responsabilité conjointe des provinces et d'Ottawa.
Qu'est-ce qu'on entend là-dessus? Ah, ben là, on va peut-être monter à 7 tu sais, c'est comme, je trouve que c'est rire du monde, là. Tu sais, à un moment donné, puis pourtant, c'est les libéraux qui sont au pouvoir, là. Ben, c'est pas les conservateurs, c'est les libéraux qui sont au pouvoir. Comment se fait-il que c'est pas pris plus au sérieux de leur part? Je pense qu'ils ils ont un bon discours, mais les chiffres ne suivent pas. Et c'est là que j'ai un problème. Le discours est là, mais les chiffres ne suivent pas. Et donc, à un moment donné, si c'est sérieux, on le met en priorité. C'est comme les changements climatiques. C'est sérieux ou c'est pas sérieux? Si c'est sérieux, ben, il faut le mettre au centre de nos décisions, puis dire comment est-ce qu'on réduit nos émissions de gaz à effet de serre au niveau gouvernemental, au niveau des individus, au niveau des familles, au niveau des entreprises et des commerces. Puis il faut qu'il y ait une stratégie commune et non pas chacun de on va planter des arbres ici et là, mais dans le fond, on sait très bien que continue de faire du on continue de faire du déboisement, on continue de faire des coupes à blanc, puis on continue de transformer un espace de vie, hein, on fait de la coupe à blanc, c'est un espace de vie essentiellement, puis on remplace ça par de l'asphalte, du béton, de l'acier, du plastique, du verre, des voitures, beaucoup de voitures. C'est là qu'on est rendu, tu sais? Puis nos municipalités, malgré leur bonne volonté, puis j'ai rencontré des élus municipaux, puis j'ai rencontré des gens, des conseillers, puis des maires, puis je sens qu'ils veulent le meilleur pour leurs citoyens. Mais je sens aussi qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Le système ne permet pas, ils ne l'ont pas. Ils ont besoin d'un gouvernement vert qui va les accompagner dans une décarbonation de leur propre municipalité. Pour eux seuls, c'est rêver en couleur de leur demander ça. Ils sont pris avec les changements climatiques, la hausse du niveau de la mer. Je pense à tous nos amis acadiens de la côte acadienne, de Chimogui jusque la péninsule acadienne, puis même la baie des Chaleurs. S'il y a des gens qui devraient voter vert aux prochaines élections, c'est bien tous ces Acadiens de la côte qui sont les premiers vulnérables au changement climatique. C'est important, ça. Et les libéraux, qu'est-ce qu'ils nous promettent? Ben, on va faire de l'adaptation. Non, il ne faut pas mettre un plaster sur le cancer. Il faut s'attaquer aux cellules cancéreuses. Et c'est ce que nous, on propose. Il faut vraiment s'attaquer au problème. Il n'y a rien qui nous empêche au Nouveau-Brunswick de devenir une province modèle. Il a pris un virage et qui va développer un modèle qui va être exportable ailleurs dans le monde. Il ne faut pas attendre après les Américains, puis les Chinois, puis l'Europe, puis les autres. On est capable de faire chez nous ce changement-là. Faisons-le. Il n'en tient qu'à nous. Moi, je suis tanné de vivre dans le rêve des autres, dans le cauchemar des autres. Puis la meilleure façon de réaliser ces rêves-là, c'est de se réveiller. Je suis rendu là. Moi, je me suis réveillé, puis j'ai dit non, moi, je suis tanné de vivre dans le cauchemar des autres. Et je vais plutôt essayer d'aider à faire changer les choses par, par ce qu'on est en train de faire. Par exemple, par un changement en politique, essayer de convaincre les gens que, ouais, c'est sérieux, puis on devrait peut-être le prendre plus au sérieux, puis on va essayer de mettre en place des mécanismes, puis qu'on ait ces forums-là de discussion. Ça, c'est une chose que, quand j'ai parlé à Kevin, par exemple, j'ai trouvé tellement intéressant, puis je m'engage à le faire aussi dans la circonscription de Dieppe-Memramcook, c'est-à-dire de rencontrer les citoyens 2 fois par année, espèce de town hall en anglais, là. Moi, je suis redevable. Le jour où je deviens député vers Dieppe-Memramcook, moi, je suis redevable, pas au chef, je suis redevable aux gens qui m'ont élu. C'est eux autres, les patrons. Fait que c'est pour ça que moi, 2 fois par année, je fais un town hall à Memramcook, puis un town hall à Dieppe, puis je dis aux gens, venez me dire ce que vous pensez de mon travail. Êtes-vous satisfait? Vers où on doit s'en aller? Voici ce que je vous propose. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce que vous voulez qu'on propose? Êtes-vous d'accord avec la politique du parti? On n'est pas d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Puis on va le faire ensemble. Ça fait partie, si vous allez sur une partie verte et vous voyez les valeurs du parti, ça fait partie des valeurs du parti. C'est pas vrai qu'un coup, le jour où on est élu, on ne parle plus au monde. Ça, vous en pensez souvent. Ouais, on a un député, mais on ne le voit jamais. On ne sait pas ce qu'il fait. C'est vrai, je l'entends, ça. Puis je ne suis pas en train de critiquer les députés que le député qui est là actuellement. Ça fait un an qu'il est élu, puis il a décidé qu'il ne se représentait pas pour des raisons personnelles. Puis je respecte entièrement sa décision. J'ai eu beaucoup de plaisir. On a discuté ensemble plusieurs fois, puis on a eu du plaisir ensemble, tu sais, dans nos discussions.
Mais il est arrivé à la croisée des chemins, puis il a pris une décision qui lui appartient, puis je respecte ça. Mais en même temps, moi, je pense sincèrement qu'il faut aller voir les gens et prendre le temps de discuter avec eux autres. Tu sais. Ça fait partie de mes engagements, puis je ne vais pas changer ça. Et puis, par rapport à une chose qui me fait beaucoup de peine à Memory Cook, c'est la vente de l'Institut au privé. Moi, ça me fait de la peine. Un parti anti-francophone a vendu une partie du patrimoine acadien à un autre anglophone. Et on devrait s'en réjouir. J'ai l'impression qu'on est en train de payer pour se faire assimiler. Et à quelque part, à un moment donné, tu ne verras pas ça ailleurs. Pourquoi on devrait accepter ça? J'ai une problématique avec ça. On n'a aucune idée du prix qui a été vendu et on n'a aucune idée des conditions. Le ministre ne veut pas en parler. Personne ne parle. Alors, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu triste qu'on nous tienne dans l'ignorance comme ça, alors que ça fait partie du patrimoine de l'Acadie. Moi, je trouve ça un peu difficile, là, tu sais. Et puis Dieppe, ben, il y a tellement de belles. C'est tellement une belle région. Dieppe, Memory Cook, c'est tellement de belles régions, tellement différent. Mais il faut qu'on construise un avenir beaucoup plus propre, il faut se décarboner. Et ça, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Puis euh, et c'est ce que moi j'ai trouvé au Parti vert. Moi, j'ai trouvé l'énergie, j'ai trouvé la fraîcheur, j'ai trouvé des idées différentes. Et puis, je me suis tout de suite senti connecté avec ça. Puis, bon, ben voilà, j'ai mis mon nom, puis j'ai passé tout le processus de sélection qui est beaucoup plus sérieux que je croyais. Moi, je pensais, une discussion avec le chef, puis t'es élu, tu deviens candidat. Oh, que donc. C'est beaucoup plus sérieux que ça, tu sais. Même chez les Verts, tu sais, des entrevues, puis on scrute à fond tout ton passé, puis ça prend une enquête de police, puis etc. Tu sais. Puis c'est correct, puis c'est toujours comme ça, parce qu'on ne veut pas avoir des criminels qui sont au pouvoir non plus, là, tu sais. Donc, bravo. Et bravo pour ça. Et sur ça, Jacques Dugard, merci beaucoup d'avoir accordé ton temps pour cette entrevue à soir. Puis je te laisse le dernier mot de la fin. Ben, écoute, on est en train de travailler nos slogans. Ça fait que mon mot de la fin, ça va être le slogan qu'on a trouvé, c'est voter vert, voter giga. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée.